J'ai posé ma dernière botte. Enfin, c'est une demi parce que j'ai plus de points. Donc voilà, c'est la dernière botte de ma carrière. La dernière botte de foin tout au moins. Peut-être qu'il y aura un peu de paille et c'est pas sûr. Voilà, oui, je dis voilà parce que c'est un petit peu lourd. Hein. Alors, en deux mots, je vais revenir quand même sur 40, presque 50 ans de foin. Hein. Puisque j'ai commencé, je donnais des coups de main à mes parents, à mon père en particulier, dès mon plus jeune âge. Et oui, j'ai dû faire une cinquantaine de saisons de foin. Alors déjà, revenir sur le Roundballer. Le Roundballer ici, il est arrivé en 1976. C'est moi qui ai fait les premières bottes avec. Alors en 1976, il y a eu une toute petite récolte. C'était l'énorme année de sécheresse, vous vous souvenez. Et on avait fait 60 bottes au total. Alors c'était un Roundballer qui venait des États-Unis. On faisait des bottes qui faisaient 150 de large et 180 de diamètre. Donc je ne dis pas, c'était des vraies meules. C'était assez spectaculaire et un peu compliqué pour le faire avec très peu de foin. On tournait, il y a des parcelles où je faisais 2 bottes par parcelle. C'était donc quelque chose d'assez remarquable à l'époque. Alors le Roundballer il est arrivé, pourquoi? Parce qu'en 1975, ça je m'en rappelle et ça j'en garde un très mauvais souvenir, on a eu une très grosse récolte de foin et on a fait 1 mois et 3 semaines de foin. 1 mois et 3 semaines, on avait fait 20 000 bottes de moyenne densité. Et à l'époque on en avait bavé parce que on trouvait déjà plus de main d'œuvre pour décharger et charger et on était à effectif assez réduit. Alors pour vous expliquer, c'est important de le savoir. Hein. Dans les années 70, ici, il y avait des gens qui travaillaient aux forges de Guignon, qui faisaient des 3-8. Et pour arrondir les fins de mois, eh ben, ils participaient au foin et pour charger, décharger les chars uniquement. Hein. Et ils venaient nombreux et on trouvait facilement des gens pour aider. Alors la compensation, elle était financière, elle était aussi de donner des coups de main pour transporter leur bois ou pour diverses autres choses, quand il y a besoin d'un tracteur, de fumier ou je ne sais quoi. Mais bon, le troc, ça n'a pas plu au fils, ça ne plaisait pas au loi sociale et donc ça a été tout doucement, pas interdit, mais découragé. Et en plus, bon, et tant mieux, je pense, les niveaux de vie ont pu augmenter, les salaires ont dû augmenter. Ils sont passés au fioul après le chauffage au bois et puis du coup ils avaient moins de besoin de donner des coups de main. Donc on s'est retrouvé en 75 avec une situation quasi ingérable et des foins interminables. Je dis ça parce qu'aujourd'hui, peut-être, je le dis pour les jeunes, il y a peut-être un vrai danger au suréquipement. C'est-à-dire on se rend plus compte que le Roundballer, entre autres, hein, c'était avant les bottes de foin c'était le facteur limitant des foins. Hein. Se faucher, on y arrivait vite, hein, les faucheuses rotatives étaient déjà arrivées depuis plusieurs années. Et donc ce qui était compliqué c'était de gérer sa journée de foin en fonction de ses capacités à réellement charger et décharger, sachant que les petites bottes, il était hors de question qu'elles prennent la pluie, sinon elles étaient fichues. Il fallait toutes les défaire et les éparpiller et les reboteler après séchage. Donc on a changé de facteur limitant avec le Roundballer, puisque les bottes comme ça doivent rester 15 jours, même s'il pleut dessus, il n'y a aucune incidence et il n'y a pas de perte, puisque l'eau glisse sur les bottes et elle ne rentre pas dedans. Donc ça a tout changé, la façon de raisonner, même s'il a fallu 10 ans pour que les Roundballer s'imposent à l'époque. Et que dire de plus? C'est que moi... J'ai dû faire au moins 30 000 bottes, paille et foin confondus, ce qui constitue un beau chiffre et qu'on a du mal à imaginer quand on est sur sa presse et qu'on fait botte par botte.